Hello tout le monde, aujourd'hui c'est Halloween et qui dit Halloween dit horreur forcément. Quoi de mieux pour célébrer Halloween que de parler d'un livre qui fait peur, qui donne le frisson. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en vous présentant L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. Donc, L'horreur de Kill Creek, ça raconte l'histoire de 4 écrivains, 4 maîtres de l'horreur qui vont être invités par un célèbre, très célèbre influenceur qu'on pourrait appeler nous même streamer à être interviewés ensemble. Mais ce sera une interview particulière puisqu'elle se fera dans une maison réputée pour être hantée, la maison de Kill Creek. Et cette interview, elle va réveiller des démons, aussi bien chez nos 4 écrivains que peut-être au sein de la maison. Pour le contexte, moi, ce livre, de base, il ne m'intéressait pas du tout. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon compagnon. Et lui, ça l'avait beaucoup attiré, moi, vraiment très très peu. Et il l'a fini il y a quelques mois et il m'a vraiment poussée pour que je le lise. Moi, il ne me plaisait pas vraiment, en fait j'avais beaucoup d'a priori sur ce livre, déjà à cause du pitch globalement qui ne m'attirait pas plus que ça. Je le trouvais assez enfantin, presque... Ouais, vraiment enfantin, vraiment fait pour les adolescents. Même si j'aime bien l'horreur, j'avais peur que ce soit pas assez, que ce soit... vraiment pas pour mon âge. Et ça, c'était aussi poussé par le titre, L'horreur de Kill Creek. Je trouve que ça fait très livre pour adolescents. Et c'est un petit peu pareil aussi pour la couverture. Même si, franchement, je la trouve très jolie. C'est vrai. Mais je sais pas, je trouve que on perd ce côté adulte. Moi c'est vraiment le genre de bouquin que je placerais dans le rayon adolescent, young adulte. Ce n'était absolument pas le cas. Là je me suis vraiment trompée comme rarement je me trompe à propos d'un livre. Vraiment, c'est pas un livre pour les adolescents. Ou alors les adolescents qui aiment vraiment beaucoup l'horreur. Mais pour moi c'est vraiment un livre où... sans vouloir trop en dire, le frisson, même la violence sont au rendez-vous et je le mettrai pas dans les mains de n'importe qui. Ça a vraiment été une très très bonne surprise. Dans les choses qui m'ont particulièrement plu, c'est le côté maison hantée qui... je trouve, s'éloigne pas mal des clichés. Moi, quand on me dit maison hantée, directement, je pense à des fantômes. Plus ou moins gentils, plus ou moins méchants. Et c'est pas du tout ça. Ce livre, ce ne sont pas des fantômes au sens de Casper, par exemple. C'est éloigné de tout ça et je trouve que ça propose quelque chose de plus intéressant et de plus subtil, ce qui est vraiment très appréciable. Quand on parle de maisons hantées, généralement, ça sent le cliché à plein nez. Là, ça n'est pas le cas. Il y a un autre aspect que j'ai trouvé intéressant. Certains pourraient le voir comme un défaut, c'est pas mon cas, mais pendant la première moitié du livre, c'est assez lent. On met vraiment en place les personnages, en place l'histoire, en place l'ambiance, et il ne se passe pas tant de choses que ça. Et quand il se passe des choses, le doute subsiste quant à ce qui pourrait être surnaturel ou juste des hallucinations pour X ou Y raison de la part des personnages. Et cette ambivalence-là, moi, elle me plaît beaucoup parce que, en fait, on se met vraiment dans la tête des personnages qu'on suit. Parce qu'ils ont beau être des écrivains d'horreur, à souvent parler, je sais pas, de démons, de fantômes, enfin bref, de trucs plus ou moins flippants, ça reste des adultes qui ne croient pas nécessairement en ce genre de choses dans la vie réelle. Ils savent que ce sont des histoires. Et nous, en tant que lecteurs, c'est aussi ce qu'on se dit. Et c'est vraiment intéressant, finalement, d'être dans leur tête en ne sachant pas trop au début ce qui se passe. À partir du coup de cette moitié de livre, qui est première moitié qui est assez lente finalement, tout à coup, ça s'accélère. Mais on pourrait presque croire qu'on a changé de livre en cours de route, tellement le rythme devient effréné. Et peut-être certains
qualifierait ça d'un rythme trop inégal. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très chouette. Ça donne 2 styles, 2 ambiances différentes et pour autant, les deux vont très bien ensemble et se suivent très bien finalement. Ensuite, alors je suis pas extrêmement habituée aux livres d'horreur du genre. Moi je suis plus habituée en termes d'horreur, moi c'est surtout du Stephen King, le reste beaucoup moins. Pas que je ne sois pas intéressée, mais juste je n'ai pas eu l'occasion pour l'instant de m'essayer à autre chose. Et du coup là on ne suit pas, ce qui est intéressant selon moi, c'est qu'on ne suit pas un seul personnage, mais 4 personnages principaux. Et donc parmi eux on retrouve Sam, qui est vraiment le personnage qu'on suit le plus en tant que lecteur, celui qui est le plus décrit je dirais. C'est vraiment le personnage principal plus. Sam lui c'est l'auteur qui a fait vraiment un succès, un énorme carton, et qui depuis a une page blanche. Ensuite, on a Tissy Moore, qui est la seule femme du groupe et qui a une plume extrêmement choquante, très portée sur la violence, le gore, les paraphilies en tout genre. C'est vraiment très tourné sur vraiment le sexe, mais le sexe dégueulasse dont on n'a pas envie de parler. C'est pas de la dark romance qu'elle écrit, c'est vraiment des choses hardcore, ça ne romantise rien. C'est vraiment j'ai presque envie de dire de l'horreur à l'état brut, mais l'horreur humaine, pas juste des fantômes, etc. De l'autre côté encore, on a Sébastien, qui est l'auteur le plus âgé du groupe, et qui lui collectionne les succès, enfin c'est l'idole de certains des auteurs présents. Il a un style somme toute classique. En fait, moi, je dirais que c'est celui peut-être qui ressemble le plus à Stephen King. Et enfin, on a Daniel, qui est l'écrivain, je dirais, le plus gentillet en termes d'horreur. Lui est pas mal porté sur la religion et la manière dont on décrivait ses livres et ses intrigues dans l'horreur de Kill Creek. Pour moi, c'est presque plus un écrivain style jeunesse. Y a vraiment un côté un peu chair de poule, je trouve, dans son écriture telle qu'elle est décrite en tout cas. C'est assez intéressant finalement de suivre cette maison hantée à travers 4 regards différents, même si tous les personnages selon moi ne sont pas très égaux en termes d'intérêt. Je trouve personnellement que Sam, donc le personnage principal je rappelle, est le moins intéressant. Son histoire est beaucoup plus teasée que les autres, elle n'est pas révélée de suite, donc on s'attend à ce que la chose explose à un moment donné et ait une réelle importance, un réel impact dans l'histoire, et je trouve qu'au moment où son histoire à lui est révélée vraiment complète, c'est presque un pétard mouillé. Ce qui fait selon moi la force de l'horreur de Kill Creek, ce sont les retournements de situation qui pour moi étaient vraiment très inattendus. Y a un basculement complet dans l'histoire à un moment donné, on le voit vraiment pas venir et le livre prend une toute autre tournure, et c'est cette tournure qui me fait dire que ce livre ne doit pas aller dans des mains trop jeunes ou trop sensibles, parce que ce livre ne propose pas trigger warning, je crois pas, et vraiment le début du bouquin ne nous laisse pas imaginer qu'il va y avoir ça. Et en parlant justement de ces retournements de situation, sans en dire trop, la fin propose un rebondissement extraordinaire selon moi. Lorsque j'ai fini le livre, j'étais au lit à côté de mon chéri et il m'a vu terminer, fermer le livre. Il m'a dit « Alors, t'en penses quoi ?» Je lui ai dit « Mais non, ça peut pas être ça à la fin. » Il m'a dit « Ah bah si. » Et je suis « Oh là là, mon Dieu, mais c'est du génie. » C'est une fin, je pense que tout le monde ne l'appréciera pas, mais moi c'est typiquement le genre de fin que j'adore. Et ce qui contribue aussi beaucoup au fait que je pense ce livre est vraiment sympa, très sympa à lire, c'est grâce à l'écriture fluide de Scott Thomas. C'est son tout premier roman, son seul roman à l'heure actuelle à ma connaissance, et c'est son tout premier roman.
mais si l'écriture est aussi fluide, c'est probablement parce que il n'est pas novice quand même dans l'écriture, étant donné que c'est un scénariste pour, je crois, des téléfilms, peut-être des films aussi, mais en tout cas beaucoup de téléfilms. Il y a vraiment ce côté cinématographique qui se retrouve beaucoup dans le livre, parce que voilà, tout est fluide, et en plus de ça, je trouve qu'on arrive très très bien à s'imaginer les scènes d'action notamment, ou les paysages, les personnages qui sont décrits. Il y a vraiment ce côté très visuel dans l'écriture de Scott Thomas, et ça rend le tout extrêmement digeste et facile à lire. Bon, après l'horreur de Kill Creek, là je suis en train de l'encenser, mais il y a quand même quelques défauts. Comme je l'ai dit, tous les personnages ne sont pas très égaux en termes d'intérêt, selon moi. Le fait que Scott Thomas soit scénariste, je trouve que ça se ressent parfois un petit peu trop, et ça le dessert, parce que je trouve qu'il y a quelques clichés assez malheureux qui sont là. Alors est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, je ne sais pas. Mais ils sont là et c'est dur de ne pas les remarquer. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait autant de personnages qui conduisent à ce problème, mais il y a quand même quelques sous-intrigues qui ont été un petit peu lancées comme ça, et on s'attend à une résolution qui ne vient jamais. Ou alors de manière extrêmement brève, et on reste sur notre faim. Donc l'intrigue principale de l'histoire, elle est réglée, ça va, mais il y a quand même des détails où personnellement je me pose encore la question de pourquoi ? Pour conclure cette partie sans spoil, je dirais que ce livre est vraiment un super bon livre à lire pour Halloween. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais moi si je l'aime autant, c'est parce qu'en fait il m'a mis une claque. J'avais beaucoup d'a priori négatifs sur lui, il m'a prouvé que j'avais complètement tort sur toute la ligne, et ça fait vraiment plaisir. Et vraiment pour Halloween, si vous voulez vous faire un petit peu peur, allez-y. Il est pas terrifiant non plus, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais on passe un super bon moment, et il y a de quoi avoir un petit peu peur une fois la lumière éteinte en allant se coucher, franchement. Dans cette partie spoil, je vais complètement divulgacher l'intrigue de A à Z, donc vraiment je vous enjoins à quitter cette vidéo si vous n'avez pas encore lu ce livre, parce qu'il vaut quand même le détour. Alors, comme j'ai déjà un petit peu expliqué dans la partie précédente, le livre se découpe en deux parties. Il y a la première moitié du livre qui se concentre sur la présentation des personnages, sur l'histoire un petit peu aussi de la maison, et sur cette interview qui se passe pas très bien finalement. Pour le lecteur, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose non plus pendant toute cette première moitié. C'est vraiment, on déroule l'ambiance, en fait, c'est vraiment ça. On commence à un petit peu décorer les murs pour donner le ton du livre. Il se passe pas grand chose, après ça plaît pas, moi personnellement ça ne m'a pas dérangé comme je l'ai déjà expliqué, mais moi je peux comprendre les personnes qui critiquent en disant on s'emmerde. Je peux vraiment comprendre, parce que c'est vrai que la première moitié il faut vraiment s'accrocher, et si on s'attend à de l'horreur brute avec les fantômes qui nous crient dessus, ou alors je sais pas des monstres ou des meurtres ou tout ça, la première moitié est très très décevante parce qu'il ne se passe pas grand chose. Mais là où je trouve que c'est super intéressant, c'est qu'au final, au sein de la maison, il ne se passe rien durant toute cette première moitié, et que l'action commence au moment où ils sortent de cette maison. Parce que le premier retournement de situation, c'est lorsque Daniel apprend que sa fille a été renversée par un chauffard et qu'elle est décédée. Et à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, je me pose la question de est-ce que la maison a influencé, a de quelconque manière joué sur cet accident. On peut se dire que non, il n'y a absolument rien dans le livre en fait qui nous dise que la maison a quelconque chose à voir avec cet accident. Mais au vu de tout ce qui se passe après, on peut pas s'empêcher de dire mais c'est pas possible, ça peut pas juste être une coïncidence. J'ai beaucoup aimé qu'au final il n'y ait pas de fantôme dans cette maison, que ce soit beaucoup plus subtil que ça, et qu'en fait l'âme presque de la maison, j'ai envie de dire l'âme finalement de la maison, ce soit, la hantise provient de ceux qui croient en sa hantise. Je sais pas si c'est clair. En fait, si la maison, personne n'en parle, personne se dit il y a des fantômes, mon Dieu, elle est meurtrière, etc., la maison meurt et finira par disparaître. Il n'y aura jamais plus de hantise. Par contre, à partir du moment où
cette peur face à Kill Creek apparaît chez quelqu'un et que ce quelqu'un la propage aux autres, là, la hantise prend de la force et la maison devient effectivement meurtrière et bel et bien hantée. Et c'est là effectivement qu'il y a un intérêt assez profond à ce que les protagonistes soient des écrivains, puisque ce sont eux qui racontent des histoires, ce sont eux qui transmettent entre guillemets un message. Je vais passer directement à la fin, je reviendrai sur d'autres aspects du livre après, mais justement cette fin avec Daniel qui part complètement en cacahuète, qui tue tout le monde, hein, globalement. Techniquement, il n'y a que Sam qui s'en sort vraiment. Il n'y a que Sam qui sort vivant de ce chaos, de ce massacre. Et justement, le fait que ce soit le plus gentil, mais celui qui a été le plus blessé par la mort de sa fille, hein, forcément, qui massacre tout le monde, c'est très intéressant. Alors, je peux pas dire que ce soit inattendu que ce soit ce personnage-là qui parte en vrille, parce que il a tellement de douleur que la maison s'en est pris au plus faible, j'ai envie de dire, donc c'est pas extrêmement inattendu. Voilà, ça fait encore plus mal au cœur de savoir que c'est parce qu'il souffre qu'il devient fou. Cette fin est géniale, avec vraiment on se dit ok, c'est bon, Sam, il a réussi à tuer Daniel et il a réussi aussi à sauver Tissy Moore. Donc bon, la maison, elle a brûlé, tout est bien qui finit bien. Et puis finalement, Moore, pour avoir la vie sauve, a scellé un pacte avec la maison et elle va finir par raconter l'histoire de cette maison à la radio, à heure de grande écoute. Et la maison a gagné, en fait. La maison va regagner en popularité, la maison va se faire connaître, la maison va redevenir puissante, la maison a gagné. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire c'est nul comme fin, ils ont perdu, nanani, ça demande un tome 2 même. Pour moi pas. J'aime bien les fins qui, en fait, mettent à mal les protagonistes. J'aime quand les fins sont très moches pour les héros. J'aime quand ça se finit mal parce que je trouve que ça change et ça nous challenge aussi en tant que lecteurs, hein, qui nous attachons malgré tout aux héros que nous suivons. Et là, le fait que ce soit la maison, les méchants qui gagnent, et qu'en plus ils aient mis de leur côté une des gentilles, c'est ultra chouette. Je ne veux pas qu'il y ait de tome 2. Vraiment, je sais que si y a un tome 2, il sera décevant, j'en suis quasi sûre. J'aime vraiment le fait que ce soit un one-shot et que la fin, ça se passe mal, tant pis, la maison, elle a gagné. Et ça renforce l'aspect vraiment horreur de ce livre, quoi. Je veux dire, justement, c'est pas un livre pour ados, parce que ça se finit mal, il y a aucun message d'espoir là-dedans, aucun. Et donc, au niveau des personnages, alors... Sur Daniel et Sébastien, je dirais que c'est assez intéressant. J'aime bien ces personnages, j'ai trop rien à redire sur eux. Bon Daniel, il y a la fin qu'on lui connaît où il devient fou. Donc il y a ce côté-là qui est assez intéressant, d'autant plus qu'en fait c'est presque le plus sage. C'est même le plus sage, très porté sur la religion et tout, et au final c'est lui qui devient mauvais. Est-ce qu'il y a un message à tirer de tout ça? Je pense pas, hormis que peut-être la douleur peut transformer une personne. Sébastien de son côté est intéressant. J'ai pas grand chose à dire sur lui, c'est intéressant que ce soit le seul pour qui la maison ait apporté quelque chose de positif, au départ du moins, puisque elle lui a permis de revoir l'amour de sa vie. Sam, j'en ai déjà parlé, je trouve qu'il est pas extrêmement intéressant comme personnage. Depuis le début, on nous parle de ses brûlures au bras, au fait qu'il fasse que d'y penser, que ça a un impact énorme sur sa vie, ceci, cela. Donc oui, c'est vrai, hein, l'histoire en soi, elle est horrible, puisque sa mère a failli tuer son frère et pour le défendre, il l'a frappé et au final, il l'a même tué. Et pour couvrir ce meurtre, lui et son frère ont décidé de faire brûler la maison pour faire croire que leur mère est décédée brûlée. Mais qu'est-ce que ça apporte au final au personnage? Rien. Rien. Ça aurait pu être révélé plus tôt, je pense, pour apporter plus de profondeur au personnage, ça peut-être. Mais le révéler quasi à la fin, ça, selon moi, ça n'a rien apporté. Et enfin, Tissy Moore, donc la seule femme qui est vraiment particulière. J'ai un goût doux amer par rapport à ce personnage, parce qu'une partie de moi la trouve vraiment trop vulgaire, trop provocante, mais d'un autre côté je la trouve tellement badass. C'est un monde d'hommes, hein, l'écriture, comme beaucoup d'autres,
et surtout dans le monde de l'horreur, hein, parce que je pense que dans le monde de la romance, il y a moins d'hommes qui écrivent. Mais dans le monde de l'horreur, c'est quand même principalement régi par des hommes, dans le livre et dans la vraie vie aussi. Et elle se fait sa place comme elle peut, elle est ultra badass, elle a pas une histoire simple non plus, elle est très intéressante. Mais, et c'est là où je vais pouvoir basculer sur une critique vraiment que je fais de ce livre, c'est que selon moi, elle est cliché. Il y a des choses, genre, à quoi ça sert de savoir que Tissy Moore, au quotidien, elle écrit à poil. Parce que c'est une femme. C'est que, voilà, elle est rebelle, donc elle écrit à poil. Bon, c'est qu'un détail, vous me direz, hein, mais typiquement, ça, pour moi, bof. En parlant de clichés, et c'est là où, pour moi, c'est un cliché cinématographique, et ça se ressent que Scott Thomas est de ce milieu-là, c'est que, parmi les 3 premières morts, il y a 2 noirs. Les 2 seuls personnages noirs de l'histoire meurent au début, meurent en premier. Alors est-ce que c'est un malheureux concours de circonstances qui fait que on en arrive là? Je sais pas, mais quand même, je veux dire, justement, dans les livres, enfin dans les films d'horreur, souvent, si un personnage noir, on sait qu'il finira pas le film et que souvent il partira parmi les premiers, là c'est ce qui s'est passé. 3 personnages, donc le couple du début, où ça remonte dans les années, je sais plus... il y avait encore l'esclavage, donc ça remonte, ça se passe aux États-Unis, donc ça remonte un petit peu. Un couple métis, un couple mix en tout cas, un homme blanc, une femme noire, c'est ça. L'homme est tué, sa femme aussi, donc une femme noire, et en plus c'est vrai, c'est encore une femme. Et puis le 3e personnage qui meurt, c'est l'assistante et la copine du célèbre de Wainwright, le streamer, l'influenceur, qui est métisse et qui meurt, la première. D'autant plus que cette mort, elle apporte strictement rien à l'histoire, hein. Parce que de toute façon, elle n'est pas importante du tout, elle apporte vraiment rien à l'histoire, mais elle meurt. Et ça n'apporte rien après. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage, c'est un cliché qui aurait pu être, je pense, très facilement esquivé. En parlant de choses qui, selon moi, ne servent pas à grand-chose, et qui surtout trouvent une résolution soit moyenne, soit inexistante dans le livre, c'est déjà l'histoire des 2 sœurs, qui ont tenu la maison avant qu'elle ne tombe en ruine, qu'elle ne soit abandonnée, ne tombe en ruine. Au final, on nous parle que de ça au début. Il y a que ça, il y a quelque chose de bizarre avec ces 2 sœurs, tout ça. Ouais, elles ont une certaine place, une certaine importance, mais pas tant que ça. Oui, elles ont vendu leur âme pour que... Enfin, en tout cas, l'une d'elles a vendu son âme pour que la maison puisse survivre. Ok, mais ça, c'est révélé à la toute fin, quand on a déjà compris que la maison avait besoin de notoriété pour survivre. Donc... c'est pas à travers elle qu'on comprend ce qui se passe avec cette maison. Donc, en fait, c'est juste une répétition de ce qu'on a finalement appris 2 ou 3 pages plus tôt. Et on se demande, à quoi servaient ces sœurs? À quoi servait cette histoire? Et autre chose, c'est peut-être juste un détail, mais j'arrive pas à me l'ôter de la tête. Il y a cette scène de sexe extrêmement explicite entre Sam et Moore. On ne sait pas si c'est vrai ou non. On ne sait pas si c'est une hallucination, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé mais qu'ils l'ont oublié. Et cette scène de sexe qui est ultra explicite, vraiment ultra explicite, et qui sort de nulle part, parce que jusqu'ici, c'est la seule scène de sexe, c'est la seule scène de sexe de tout le roman, elle sert à quoi? J'arrive pas à m'ôter ça de la tête, elle ne sert à rien, elle est là, en plein milieu. On se dit ça va avoir une importance, ou ça va même jouer ça va avoir un rôle dans la relation entre Sam et Moore. Non, cette scène de sexe est là pour... on sait pas. Et elle n'apporte, mais vraiment rien, et ça me perturbe qu'ils aient mis ça là au milieu, alors que ça n'ajoute rien à l'intrigue. Juste des questionnements en plus qui ne trouvent aucune réponse à aucun moment. Mais bon, malgré ses défauts, l'horreur de Kill Creek est vraiment... haletant. Ouais, en fait, je pense que c'est ça le terme, c'est que c'est un roman haletant, stressant, flippant, vraiment à lire dans une lumière tamisée, avec un plaid, et où il y a du vent dehors qui fait fouetter les branches sur nos vitres, vraiment dans une ambiance
propice à avoir peur. C'est un livre qui est chouette à lire, qui se lit facilement, qui divertit. Et moi, je vous dis vraiment, j'évitais de le lire trop avant de me coucher parce que j'avais peur de faire des cauchemars derrière. Il fait son effet, il fait vraiment son effet. Et dedans, il y a de la peur psychologique, il y a de l'horreur brute humaine, il y a du gore. Vraiment, il y a de tout en fait, et c'est un mix qui fonctionne. Vraiment, l'horreur de Kill Creek, on passe un très bon moment en le lisant, ça se lit facilement. Il n'y a pas tant de pages que ça. Je viens de vérifier, il fait moins de 500 pages, il doit faire 470 et quelques, peut-être un peu moins. On passe un bon moment, la fin nous laisse sur les fesses. Les retournements de situation nous laissent bouche bée. C'est un excellent livre, je le recommande vraiment. Il révolutionne pas le monde de l'horreur, bien sûr que non. Mais pour moi, une lecture, c'est quelque chose juste qui nous fait passer un bon moment, qui nous divertit ou nous fait réfléchir, c'est possible aussi. Et ce livre, je ne sais pas s'il va nous faire vraiment réfléchir, j'en sais rien, mais en tout cas, passer un bon moment, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette nouvelle critique. Hello, je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que durant le tournage, je n'ai pas donné de note à l'horreur de Kill Creek, donc sachez que je mettrai 4,5 sur 5. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura vraiment donné envie de découvrir ce livre qui vaut le détour selon moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous dans les commentaires et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.